Alors, on va commencer rapidement par une définition, enfin, en tout cas, ce que je pense être l'aquaponie. Donc, avant toute chose, je ne sais pas si vous savez d'où je viens. J'ai pris le train hier de Laval. Donc, Laval, c'est à mi-chemin entre Paris et Brest. C'est où les Parisiens s'arrêtent pour faire pipi en général quand ils sont en vacances. Et j'ai la chance de travailler sur un parc qui s'appelle Ecologia. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. Mais Ecologia, c'est quoi? C'est une ancienne friche industrielle, donc un fleuron de l'industrie chauffournière au 19e, 20e siècle, qui en 1950 s'est totalement arrêté et donc a laissé place pendant plus de 50 ans à un développement de la biodiversité. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec Aquaponia au sein du parc Ecologia, c'est de passer un peu de cette vision-là, 1950, enfin qui a terminé en 1950, et aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Donc ça, grâce à une équipe composée de 10 personnes. Aujourd'hui, on est venu à deux, donc Guillaume, mon responsable, et moi-même. Alors, on rentre tout de suite dans le sujet. C'est quoi l'aquaponie? Donc vous le savez pour la majorité, mais on va quand même faire un retour rapide dessus. C'est la contraction de deux mots, aquaculture, donc élevage d'espèces aquatiques, et ponie qui vient d'hydroponie, donc la culture de plantes dans l'eau en hors-sol. Donc si on mélange les deux, ça fait aquaponie. Le cycle rapidement, donc c'est un système fermé qui tourne, qui est centré autour d'un élément qui est l'eau. L'eau, pourquoi? Parce que c'est le milieu dans lequel vont vivre tous nos organismes. On se place dans un système fermé. On a des poissons dans des bassins qu'on va nourrir. C'est l'intrant principal du système. Les poissons vont produire des déjections qui sont sous forme de matière organique. Et pour transformer cette matière organique en matière minérale, on va utiliser des bactéries. Ces bactéries vont permettre en fait de transformer, donc minéraliser la matière organique pour la rendre assimilable par des plantes. Les plantes vont pouvoir ensuite se nourrir des nutriments, donc du caca transformé, pour pousser, phytoépurer l'eau, la nettoyer et ramener l'eau propre aux poissons. Le tout dans un système ferme. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on ait une symbiose entre plantes, poissons et bactéries. Il y a différentes échelles. On peut faire ça dans le jardin, pour la résilience alimentaire, pour s'amuser ou par passion. C'est un plein essor en France, enfin dans le monde, et à l'échelle professionnelle. Donc vous verrez avec les porteurs de projets un peu plus tard dans la matinée comment ça se passe. Donc, je vous ai dit contraction d'aquaculture et hydroponie. Donc un retour bref sur l'hydroponie, ça commence au XXe siècle, dans les années 1930. Ça explose. Aujourd'hui, 60-70% des tomates, concombres, courgettes que vous consommez en GMS proviennent de l'hydroponie. Donc les grandes serres que vous voyez, en général, c'est du hors-sol en hydroponie. Vous voyez, ça ressemble un peu près à ça. Donc aujourd'hui, l'hydroponie, ça a explosé. Les modèles économiques, il y en a partout, c'est assez connu. Il y a énormément de littérature. De l'autre côté, il y a l'aquaculture. Donc ça, c'est mis en avant par les Hollandais. Enfin, c'est les Hollandais, les boss de l'hydroponie. De l'autre côté, il y a le développement de l'aquaculture recirculée, qu'on appelle RAS. Donc ça, c'est par les Norvégiens dans les années 1950, et c'est en plein essor toujours. Avec des modèles économiques un petit peu plus complexes que sur l'hydroponie, mais qui se développent de plus en plus. Et nous, on a fait quoi? On a cumulé les technologies hollandaises et norvégiennes pour en faire un modèle aquaponique français, aussi inspiré des modèles américains. Mais on verra ça plus tard dans la matinée. Donc l'aquaponie en France, l'aquaponie s'est développée, nous, sur des technologies hollandaises et norvégiennes. Ça, c'est ma petite touche. Pour moi, l'aquaponie, c'est de la permaquaculture. On verra, on peut faire des aquaponies. Mais selon moi, l'aquaponie, c'est reconstituer un écosystème vivant, donc il faut que le système soit le plus vivant possible. Donc voilà, je vous ai parlé de poissons, plantes, bactéries, mais il y a également des virus, des bactéries, des levures, etc., des cloportes, des détritivores. On peut aussi faire des algues, des mollusques, des bivalves, des écrevisses, des microalgues, tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Donc dans le système, il y a différents besoins pour les habitants du système. Donc l'eau, parce qu'ils vivent tous dans ce milieu-là, que ce soit les bactéries, les poissons ou les plantes, bon, à l'interface air-eau, et l'oxygène. Voilà, ça c'est les deux besoins principaux du système. Ensuite, en termes d'intrants, on a besoin d'énergie pour faire circuler de l'eau, c'est pas magique. L'eau, il faut la pousser, et pour ça, il faut de l'énergie mécanique. Donc différents types d'énergie, mais surtout l'énergie mécanique pour mettre en mouvement l'eau, parfois réchauffer ou refroidir l'eau, et parfois apporter de la lumière ou pas. Par exemple, si on est dans un endroit où il n'y a pas de soleil pendant 6 mois de l'année, ça peut être intéressant d'apporter de la lumière. Bref, donc il faut de l'énergie. L'aquaponie, c'est pas parfait non plus. Il faut de la nourriture pour poissons, c'est l'intrant principal. La nourriture pour poissons nourrit poissons, bactéries, plantes, et tout le reste que je vous ai cité précédemment. Donc c'est l'intrant principal.
Voilà comment ça se passe. Donc on apporte de la matière, on apporte de l'eau, de l'oxygène, on apporte aussi de l'énergie, donc ça c'est les 3 intrants, et on en sort des poissons, des plantes et plein d'autres choses. Je pense que je suis carrément en retard, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. L'objectif aujourd'hui, on sort des plantes, des poissons, on sort aussi des boues, et l'objectif aujourd'hui de la majorité des programmes de recherche, c'est de valoriser cette boue pour en faire de l'or, donc des nutriments pour les plantes et les algues, etc. et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc l'aquaponie, le but de l'aquaponie, c'est de reconstituer artificiellement ce qui se produit naturellement. Je vais passer très rapidement, on peut tout produire en plantes, on peut produire beaucoup de poissons, pas tous, nous on en a testé plus d'une vingtaine, le brochet ne fonctionne pas, mais les autres fonctionnent plutôt bien. Et en dehors du poisson, comme je vous le disais, on peut faire plein d'autres choses. Mollusques, bivalves, écrevisses, escargots, crevettes, etc., etc. On peut s'installer partout, parce que c'est du hors-sol, bon, il faut une prise électrique quand même. Et on peut installer des systèmes de toute taille. Un tout petit truc dans le bureau, comme une ferme industrielle qui peut aller jusqu'à 130 hectares en Chine. Donc pour conclure, l'aquaponie permet d'économiser de l'eau, d'économiser des intrants, d'économiser de l'espace et potentiellement d'économiser de l'énergie si c'est bien fait. L'aquaponie est en pleine croissance, on le verra plus en détail plus tard. Première ferme en 2014, aujourd'hui plus de 30 fermes commerciales. Voilà à peu près la répartition des fermes. Donc comme tout modèle agricole, l'aquaponie, on peut faire de la bonne aquaponie et de la mauvaise aquaponie, donc on a le choix de bien faire les choses en privilégiant le low-tech, la diminution des consommations d'énergie, etc., etc. Voilà, c'est tout pour moi. Avant de vous laisser, n'oubliez pas le salon de l'aquaponie 2026, 16-17 octobre. Si vous avez envie de venir voir le site, notre friche industrielle, et de voir nos nombreux systèmes aquaponiques et tous les poissons qu'on élève, vous serez les bienvenus. Merci pour votre écoute. Bonjour à toutes et tous. Et je suis très content d'être ici. Je vais vous parler un peu des modèles en aquaponie, donc les modèles économiques. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà au courant. J'espère que quand même je pourrai apporter des choses supplémentaires par rapport à ce que j'ai été chercher. Je vais d'abord me présenter. Je suis professeur à l'Université de Liège. On est sur le site de Jean Blou Agrobiotech. Nous formons donc des bio-ingénieurs. Et vous voyez que je travaille depuis pas mal de temps. Hein. Je suis arrivé en 91 où j'ai fait mon doctorat. Et j'ai fait toute ma carrière au laboratoire de phytopathologie. Donc je travaille sur les maladies des plantes, je développe des biopesticides. Et depuis 2011, je travaille aussi en agriculture urbaine. J'ai développé le centre d'agriculture urbaine et puis la plateforme Wasabi dont je vais vous parler. À côté de ça, j'ai aussi des activités d'entrepreneur puisque j'ai développé 4 spin-off, on parle de start-up je pense en France, même si ce n'est pas un terme français. Et donc ce sont des entreprises qui sont sur les biopesticides, mais aussi sur l'agriculture urbaine. Et GreenSurf est une société qui travaille en agriculture urbaine, qui accompagne les villes, qui accompagne les promoteurs immobiliers. Et donc on va se concentrer évidemment sur ces aspects de l'agriculture urbaine en aquaponie. La plateforme Wasabi, c'est une plateforme que j'ai créée aussi depuis plusieurs années avec plusieurs collègues. Et nous travaillons sur la mise en avant de biodiversité et agriculture. Et d'essayer de mettre en place des services écosystémiques des plantes par rapport à l'agriculture. On travaille sur un espace d'environ 5 hectares avec différents pôles, agriculture urbaine, biodiversité, jardin botanique, jardin d'études. C'est un lieu de recherche, d'enseignement et de démonstration. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus si vous souhaitez venir visiter. On reçoit très régulièrement, je veux dire 2 à 3 fois par mois, on reçoit des groupes pour visiter la plateforme. Et donc c'est un outil unique en Europe d'avoir tous ces systèmes. Alors c'est quoi les systèmes en agriculture urbaine? Vous voyez que nous avons des systèmes en aquaponie, nous avons des systèmes pleine terre. On essaie vraiment d'imiter ce qui peut se trouver sur un milieu urbain et périurbain. Donc la pleine terre a aussi sa place. Et puis nous avons une serre en toiture, nous avons aussi des activités en conteneurs, élevage d'insectes, élevage de plantes à trop de valeur ajoutée. Et puis la dernière chose, nous sommes aussi en train de travailler sur l'agrivoltaïsme. Vous voyez qu'on a mis en place des serres agrivoltaïques pleine terre et on a aussi complété nos systèmes aquaponiques avec des panneaux solaires. Jean-Baptiste en a parlé, l'aquaponie ça prend beaucoup d'énergie et donc essayons d'aller vers la décarbonation via les panneaux solaires.
Mon dernier bébé, c'est la connexion de Wasabi aux citoyens. Donc les gens bloutois ont maintenant des espaces potagers et vergers pour se faire la main et profiter de tout l'environnement. Alors effectivement, on en a déjà parlé avec Jean-Baptiste, il y a beaucoup de systèmes différents avec des fonctions différentes. Et l'aquaponie, ben, c'est effectivement un cycle, et on espère qu'il va y avoir des interactions vertueuses, si possible symbiotiques, synergiques, qui permettent d'avoir, à partir des poissons, micro-organismes, plantes, d'avoir des résultats de rendement intéressants. Une chose importante, c'est que ce cycle, on peut le coupler et le découpler. Donc, Jean-Baptiste a parlé d'un cycle fermé, donc c'est une boucle complète, où l'eau n'a pas le choix, elle va des poissons vers les plantes et inversement. Mais on peut aussi avoir des systèmes découplés, où, une fois que l'eau des poissons est suffisamment enrichie, on l'envoie vers les plantes, mais l'eau ne revient pas vers les poissons. Ça, c'est les systèmes découplés. Alors, quel est l'avantage? Très clairement, au niveau des plantes, on peut diminuer la consommation d'eau de jusqu'à 80%, donc c'est pas mal. Et puis pour les poissons aussi, quand on est en circulation, en circuit recirculé, vous voyez le nombre de litres par kilo de poisson produit par rapport à de l'eau courante, c'est très bien. Et l'eau aquacole devient une matière valorisable au lieu d'être un déchet. Et en plus, quand on est en système complètement couplé, on ne peut pas mettre d'antibiotiques pour les poissons, parce que c'est interdit pour les plantes. On ne peut pas mettre de pesticides sur les plantes, parce que c'est interdit sur les poissons. Donc, c'est aussi un système assez vertueux sur cet aspect-là. Alors, des usages, ben, il y en a pas mal. De l'usage privé, effectivement, avec différents systèmes. Les systèmes actuels que je trouve, c'est notamment sur Aquapus. Merci Marie pour le renseignement. Donc, les systèmes d'intérieur, même Temu. J'ai été trouver ça chez Temu. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai jamais commandé. C'est pas le style de la maison. Et puis, vous avez aussi des systèmes extérieurs. Des systèmes extérieurs avec un aspect assez naturel, des aspects plus techniques, et même des aspects en kit. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des usages privés qui ont vraiment un intérêt du particulier à avoir sa petite unité de production dans son jardin. Les usages communautaires. Donc ça c'est un système aquaponique de la plateforme Wasabi à Jean-Blou chez moi. Vous voyez que c'est un système avec un conteneur. C'est le plus ancien système que l'on a mis en place depuis 2012. Un conteneur avec 2 bacs à poissons, le sump, les bactéries sont concentrées ici dans ce biofiltre, et puis l'eau est envoyée vers le sud. L'idée au départ était assez naïve que j'avais, c'était de pouvoir mettre ces 2 places de parking. Donc on va le mettre dans la ville, et puis ça va permettre de nourrir une communauté urbaine. Vous voyez que la quantité que l'on peut retirer n'était pas suffisante par rapport à l'investissement. On est ici hors main-d'œuvre à 12 000 à 13 000 euros limité. Donc c'est un conteneur qui était en fin de vie, qu'on a récupéré. Et donc pour une communauté, c'est quand même un peu cher. Donc on l'utilise comme outil pour la recherche. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui ai eu cette idée, il y en a d'autres en Angleterre, en Allemagne, et là c'est intéressant parce que c'est une serre type chinoise. On devine les bacs à poissons, et là vous voyez qu'il y a des panneaux solaires, donc là aussi ils ont directement intégré le souci par rapport à l'énergie. On a des usages éducatifs, avec par exemple, là c'est un projet que l'on a eu en Smart Aquaponics, le développement de gestion via application du système. Cette école était inclue dans notre écosystème, et donc c'est une école technique du côté de la Flandre qui, au niveau du secondaire et bac jusqu'au bac plus 3, enseigne l'aquaponie. Chez nous aussi, à l'université, vous avez un système qu'on appelle Sapristi, et qui est avec 3 x 4 tubes, 3 x 4 cuves, pardon, 3 x 4 cuves, et évidemment, on a différents systèmes hydroponiques dans la serre, et là c'est un système que l'on peut coupler ou découpler, donc on a vraiment un outil très flexible de recherche. Aquaponia, je pense qu'ils ont aussi de l'enseignement et des formations certifiantes, donc c'est intéressant de voir que en plus d'être démonstratif, il y a cet aspect éducatif.
On a aussi des systèmes d'enseignement professionnel en Flandre, par exemple, avec, c'est un centre d'essai qui dialogue directement avec les agriculteurs. Donc c'est vraiment des systèmes de démonstration pour des agriculteurs qui souhaitent installer en Flandre. Jean-Baptiste a parlé de la Hollande, mais en Flandre aussi, il y a beaucoup d'hydroponie. Et donc là, c'est de passer de l'hydroponie, donc du végétal, en intégrant aussi le poisson. Ça, c'est le but. Des usages sociaux, notamment où il allait. Malheureusement, cette ferme a fermé, mais elle était très très active dans un quartier extrêmement pauvre de Milwaukee et permettait d'avoir le lien social, d'avoir aussi une réintégration à un régime plus sain. Les restaurants, là on a accompagné un restaurant dans le Namurois en Belgique avec des truites en eau fraîche qui est connectée à une serre. Et puis vous avez l'aquaponie de pure production. Ici c'est un exemple à Bruxelles sur une toiture d'anciennes halles qui sont maintenant reconverties en halles maraîchères. 2000 mètres carrés en toiture, les bassins, et donc on est dans j'y reviendrai, c'est un système assez intéressant en plein milieu de Bruxelles. On peut retourner aussi et faire l'aquaponie simplement sur le plancher des vaches. Ici c'est ECF qui a commencé sur Berlin avec un système vraiment intéressant, et puis petit à petit c'est agrandi. Vous voyez maintenant qu'il y a des systèmes sur les magasins. C'est l'un des rares modèles où on a de l'aquaponie, très grande surface, sur les magasins type Reway, donc c'est des supermarchés. Un dernier exemple de production agricole urbaine, c'est la connexion de deux entreprises. Donc, Tomato Master, 2 fois 10 000 hectares de serre, de tomates. Ici, Aquaforcy s'est installé juste à côté. Et l'idée, c'est qu'il envoie l'eau des poissons vers Tomato Master. Ça lui permet de ne pas devoir mettre une station d'épuration pour ses poissons. Et en retour, Tomato Master, très grosse entreprise, produit elle-même son énergie et Aquaforcy achète l'énergie en retour. Ça a fonctionné pendant quelques années, malheureusement, Aquaforcy a fait faillite. Voilà. Vous avez des exemples en France, évidemment, avec les nouvelles fermes, par exemple, où on a des exploitations avec des laitues, des fruits, des herbes et les truites ici. On y reviendra. À noter aussi, valeur ajoutée importante avec la transformation des truites. Alors, on m'a demandé de faire un peu les modèles économiques et j'ai récupéré une étude que notre laboratoire a fait dans le cadre de la FAO, qui est une étude sur l'agriculture urbaine globale, où on a pu mettre en évidence 6 modèles économiques. Et ce que j'ai voulu faire ici, c'est regarder si ces modèles économiques, eh bien, on peut faire correspondre les fermes aquaponiques à ces modèles. Alors, c'est quoi ces modèles économiques? Donc, d'abord, c'est quoi un modèle d'affaires? C'est un modèle qui décrit la logique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise, comment une organisation crée, fournit et capture de la valeur. Et voilà les 6 modèles. Il y a l'économie partagée, expérimentale, l'économie, business model d'expérience, de diversification, de différenciation et la réduction des coûts. En économie partagée, on est plutôt dans une participation à un projet collectif. On essaie de renforcer la communauté et la cohésion. En expérimental, forcément, on est dans l'expérimental, on va faire différentes techniques, différentes propositions de projets, tester des nouvelles technologies. En expérience, on veut vraiment se connecter à la nature, à un lieu inhabituel. Quand on diversifie, soit on diversifie par rapport aux produits, on essaie qu'ils soient locaux, sans produits chimiques, qu'ils soient sains, soit on diversifie par rapport à l'endroit où on se situe, l'endroit de production. De nouveau, c'est un peu la connexion à la nature. Soit on se différencie, c'est des cultures à haute valeur ajoutée, des micro-pousses, des fleurs comestibles, des plantes pour le secteur cosmétique, pourquoi pas. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est la qualité des produits. Et puis la réduction des coûts, plutôt monoculture, très très grande surface. Ce qui est recherché évidemment, c'est la fraîcheur, la qualité, mais on est vraiment dans un système un peu comme l'hydroponie classique. Et donc voilà un petit peu les technologies que l'on va mettre en route. Très clairement, pour mon modèle, est-ce que ça marche pour l'aquaponie? Le premier, on est vraiment dans un système pleine terre, donc
on enlève l'aquaponie là, je n'ai pas été plus loin. Par contre, vous allez voir que, en fonction des différents autres modèles économiques, on peut retrouver effectivement de l'aquaponie. En expérimental, comme je le disais, on expérimente divers techniques. La surface est assez petite, pas mal d'employés, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. En général, quel que soit le modèle, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. L'expérience en agriculture conventionnelle, mais aussi sous serre. Hein. La surface, vous voyez qu'elle peut différer. En hydroponie aussi, en diversification. Et puis là où on est vraiment en surface très très importante, c'est quand on est en réduction des coûts, c'est vraiment une économie d'échelle qui est importante. Et forcément, avec la taille de l'exploitation, le nombre d'employés augmente aussi. Alors, quelles sont les exigences pour les investissements? Vous voyez que là où on a surtout besoin, donc là où on a surtout besoin d'investissement au départ, c'est le business réduction des coûts, mais aussi celui de la différenciation. Et forcément, par unité de surface, le modèle expérimental est aussi assez coûteux. Et vous voyez aussi qu'en termes de rentabilité, on va être beaucoup plus rentable ici que dans les premiers modèles. Alors voilà, pour terminer un petit peu ce tour d'horizon des 6 grands business models, où se trouvent certains exemples d'aquaponie. Les urban farmers, je ne sais pas si vous avez connu, c'était des Suisses, ils ont fait faillite. BIC, je viens de vous en parler, sur les toitures d'Anderlecht. Et BIC, sur 2000 m², ça fait très longtemps qu'ils cherchent leur rentabilité. Ils n'y sont toujours pas, parce qu'ils ont fait une technique extrêmement chère et pas assez d'espace pour aller plus loin. Puis vous avez, donc j'ai regardé un petit peu, Aquaponia, je pense qu'on peut vraiment les placer dans l'expérience avec une diversification des activités. Les sourciers, on sait qu'ils ont un tout petit peu d'aquaponie, donc je les ai placés ici. La ferme aquaponie. Diversification, donc on essaie d'avoir beaucoup de cultures différentes sur des surfaces plus petites. Surfaces plus grandes, la ferme intégrale, les nouvelles fermes. Et puis la réduction des coûts. J'ai vu qu'en France, il y avait Aquilus qui peut aussi être un peu dans la différenciation, puisqu'on est avec un système avec de l'eau de mer, à base d'eau de mer, mais c'est des grandes surfaces et des capitaux très très importants qui ont été investis. Ce sont les seuls que j'ai trouvés sur la France dans cette catégorie, mais peut-être que vous en avez en tête. En tout cas, j'en ai trouvé comme ECF, l'exemple que je vous ai montré sur Berlin, qui sont maintenant sur les toitures de Rewe, puis Bloom, qui est aussi une société aquaponique en Autriche, basée autour de Vienne. Voilà, donc c'est un secret pour personne, ça fait longtemps qu'on sait que les systèmes aquaponiques sont très diversifiés. On a pu montrer aussi que les modèles économiques sont diversifiés. Peut-être dire qu'on avait fait aussi une étude il y a 4-5 ans, dans le cadre de Smart Aquaponics, où on a montré que beaucoup de ventes se fait en B2B et B2C. Donc on essaie de diversifier les ventes. Je pense que ça c'est important. Et je pense qu'avec ça, j'en termine. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. On a parlé technique, principe de l'aquaponie et business plan. Faut quand même savoir, tout ça est conditionné par quelque chose, c'est la qualité de votre production et notamment par rapport aux productions existantes. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec des tests qu'a mené l'Itavi, que je vais présenter brièvement, sur des espèces végétales comestibles et ornementales ces dernières années. Très rapidement, l'Itavi, on est un institut technique d'élevage, donc aviculture, cuniculture, pisciculture. Et on a donc une antenne en Normandie qui travaille uniquement sur le poisson et la filière piscicole. Et au sein de cette antenne, on a une activité qui nous permet de toucher au végétal via l'aquaponie.
Donc nos missions, c'est du soutien technique, de la R&D, de la diffusion et de la valorisation. Et les thématiques du coup qu'on traite, c'est absolument toutes celles d'une filière. Et on s'est humblement placé au milieu de notre univers entre l'enseignement, la recherche, les professionnels et l'administration. Les recherches qu'on a pu mener au sein de l'Italie sur l'aquaponie, alors il y a deux programmes vraiment fondamentaux qui ont permis d'accompagner le développement de la filière, qui sont donc Apiva et Apiva 2, qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant et qui était très centré sur le dimensionnement des systèmes et sur le comestible. Voilà, je vous laisserai prendre connaissance de ça si vous avez des questions plus tard, sans rentrer trop dans les détails. Et donc depuis la fin d'Apiva, on a remonté des études qui visent la diversification de l'aquaponie par l'horticulture, donc la production ornementale, et la valorisation des coproduits d'élevage, les boues piscicoles, on en a parlé brièvement juste avant. Donc les acquis majeurs, c'est via des essais pilotes, donc la faisabilité de la culture végétale en aquaponie, beaucoup de données sur les performances techniques de ces systèmes, croissance, productivité, paramètres d'élevage, des cultures, et tout ça, ça nous permet d'avoir des données sur les dimensionnements d'un système aquaponique. Comment est-ce qu'on construit un système qui est équilibré plantes-poissons, ou en tout cas qui permet de cultiver les surfaces végétales qu'on veut en fonction de ce qu'on a en réserve de poissons sur le compartiment piscicole. Donc, je ne vous représente pas la boucle de l'aquaponie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre le poisson et le végétal, c'est la quantité d'aliments qu'on va fournir au système. Et c'est ça qui fait ce lien entre ces deux compartiments. Malgré ça, il reste encore beaucoup de questions, beaucoup de recherches à faire sur l'optimisation des performances, sur la qualité des produits, sur la description de modèles technico-économiques, c'est ce dont on parle depuis ce matin, et le développement peut-être d'outils de prévision et de gestion de production. Première partie de ma présentation, donc là sur du comestible, c'est des essais sur la production de tomates en pot. Ça a été fait durant l'essai Apiva, et l'objectif du coup, c'était de comparer le modèle aquaponique au modèle donc hydroponique. Si on le caricature, on a d'un côté de l'eau qui tourne sur elle-même sur des plantes, l'hydroponie, de l'autre côté un système, on a la même chose mais avec un compartiment piscicole et des poissons qui fournissent l'ensemencement pour le système. Alors que du côté hydro, vous le savez, on ensemence avec des engrais minéraux. C'est ça qui fournit aux plantes les nutriments. Là, dans cet essai, l'idée c'était de travailler sur l'efficacité énergétique en essayant de voir si une réduction des débits de circulation de l'eau au niveau du compartiment végétal pouvait être utile en aquaponie. Est-ce que de passer de 6 litres à 4 litres, ça avait une incidence sur la productivité des cultures? Et également donc l'effet de l'apport de potassium en foliaire sur les plantes. Donc on sait qu'en aquaponie, pour le dimensionnement, on s'intéresse au NPK et le potassium, et au final donc le potassium qui est moins présent dans l'aliment poisson peut se retrouver élément limitant. Donc ça c'est un problème qui saute un petit peu en aquaponie parce qu'on utilise en fait du potassium pour nourrir le biofiltre poisson. Donc on fait sauter ce facteur limitant et au final c'est le phosphore. Mais on a des périodes de l'année où on a des gros besoins en potassium, et là l'idée c'était de voir si des applications donc locales sur les feuilles ça permettait d'avoir de meilleurs rendements. Donc si vous présentez un système aquaponique à un hydroponiste, il va s'intéresser donc à la qualité de l'effluent qui va irriguer les plantes, et cette solution par rapport à l'hydroponie, elle a une très faible conductivité, elle a un pH qui est beaucoup plus élevé, entre 6,5 et 7,8. Les ratios NPK, donc on vient d'en parler, ils ne sont pas forcément optimisés. On a beaucoup de protéines dans l'aliment poisson, on a un petit peu de phosphore et on a du potassium parce qu'on en ajoute au système poisson. Et en général, des faibles taux de minéraux dissous. Donc logiquement, ça ne marche pas, quoi. Sauf que, si ça marche. Donc ça c'est notre système qui était donc au râteau près de Lyon dans le cadre de l'étude Apiva, où on a ici un système qui est de type découplé, donc je rentre pas trop dans les détails. En fait, on a un passage de l'eau de la fosse aquacole à la fosse végétale, et après l'eau qui tourne sur elle-même ici. Ça nous permet en fait de découpler les deux systèmes, et dans des cadres expérimentaux, c'est plus intéressant pour suivre tout ce qui est bilan de masse, abattement par les plantes qu'on peut mesurer directement. Alors que si vous êtes dans un système où tout est mélangé, c'est un petit peu plus difficile de comprendre certaines interactions qu'il y a entre les organismes vivants du système. Donc on est sur des cultures en pot hollandais.
Donc l'irrigation goutte à goutte sur du coup, de la perlite, avec à peu près 40 mètres carrés de plants de tomates pour 300 kg d'ides mélanotes dans le bassin. Donc il y a des essais qui ont été faits sur différentes espèces, dont l'hydre, dont la truite, dont l'esturgeon. Ça, on en parlait tout à l'heure. Le RASV, c'est ce qui lie les plantes et le poisson, c'est la quantité d'aliments qu'on va donner par rapport aux surfaces végétales en élevage. Et là, on voit qu'on donne en gros à peu près on distribue par jour 20 à 45 grammes d'aliments par mètre carré de culture, par jour. Et un taux d'ouverture du système qui est moyen faible, à 350 litres d'eau par kilo d'aliments distribués. Donc on a une modalité hydroponie, et pour l'aquaponie, on a fait plus de sous-modalités, avec une partie sans apport foliaire de potassium, une partie avec apport foliaire de potassium, et du coup une autre sous-modalité qui est les débits circulants qu'on a essayé de tester. Donc on est en aquaponie sur du 4 litres ou 6 litres, et en hydroponie, où c'est déjà décrit, on est sur du 2 litres heure, et on sait que ça suffit pour avoir de bons rendements. Donc les résultats en termes de rendement des cultures, déjà sur les débits, on sait qu'il n'y a pas d'intérêt d'augmenter les débits circulants, donc on sait qu'on peut faire des économies d'énergie sur les pompes à ce niveau-là. Et concernant l'irrigation, il n'y a pas de différence entre la modalité aquaponie sans ajout sans aspersion foliaire de potassium par rapport à la modalité hydroponie. Et ce qu'on a vu, c'est que par contre, l'aspersion foliaire de potassium, là, ça a un petit intérêt supplémentaire sur le rendement des cultures. Mais il est minime, donc pas forcément hyper intéressant. Voilà, donc au niveau rendement, on est bon par rapport à ce qui se fait déjà. Maintenant, au-delà du rendement, en termes de qualité nutritionnelle des produits, on ne rentre pas dans les détails, je vous synthétise le tableau, les qualités sont quasi les mêmes. On a des variations minimes mais significatives, avec des tomates en aquaponie qui vont être un petit peu plus riches en eau et un petit peu moins sucrées, et avec des taux de vitamine E légèrement plus faibles. Ça, c'est en comparaison de ce qu'on a fait en hydroponie et ce qu'on a fait en aquaponie. Peut-être que les gens qui ont fait la culture en hydroponie étaient aussi brillants, donc ils ont réussi à avoir de très bons résultats. Donc ce qui est intéressant, c'est de remettre ces résultats aussi en perspective avec des références SICAL, CTIFL, qui nous donnent en fait les valeurs que ces produits doivent avoir en général pour être qualifiés de qualitatifs. Et on voit qu'on est bon sur absolument tout, avec un petit bémol sur sur le bêta-carotène qu'on a pu suivre, qui est un petit peu moins présent à la fois dans l'hydroponie et l'aquaponie. Donc, pas de différence entre l'hydro et l'aqua, autant sur le rendement que sur la qualité nutritionnelle. Maintenant, au-delà de la qualité nutritionnelle, il y a le ressenti consommateur qui est hyper important. Donc on a fait des tests sensoriels avec un jury donc expert du CTIFL, c'est-à-dire des gens qui sont formés en fait pour pouvoir noter selon des critères, voilà ici taille, croquant, juteux, fondant, les produits qu'ils consomment. Et en fait ce qu'on voit c'est que c'est vraiment exactement la même chose. On a juste l'aspect taille qui va changer un petit peu avec des tomates en aquaponie qui sont légèrement plus grosses. Et ce qui peut être dû au fait ou lié au fait qu'il y a un petit peu plus d'eau par exemple dedans. Et ce qu'on regarde, c'est si toujours on se réfère à des références qui sont au-delà de notre étude, et on est sur des résultats qui sont comparables au profil type qui sont décrits par le CTIFL ou les références SICAL. Du coup c'est pareil. Performance, pareil. Les conditions de culture en aquaponie qui seraient non favorables au développement végétal, parce qu'on est dans des conditions très différentes de l'hydroponie, ça c'est faux, ça fonctionne très bien. Et la culture de tomates en goutte à goutte en aquaponie, ce qu'on a testé aussi ici, on s'éloignait du modèle un petit peu raft qui était le plus développé à l'époque. Ça c'est possible avec, dans les conditions en fait, d'un système où on enrichit notre biofiltre en potassium. On n'est pas obligé de faire en plus de rajouter du potassium foliaire. On a des débits circulants qui doivent être un petit peu plus forts qu'en hydroponie. Rendement, qualité et ressenti sensoriel, pareil. Donc d'où viennent ces résultats? Là on a encore des limites sur les connaissances qu'on a, mais c'est sans doute lié à la diversité microbienne des systèmes aquaponiques par rapport aux systèmes hydroponiques qui sont
un petit peu plus stériles, en tout cas qui ne mélangent moins cette diversité d'organismes, alors que c'est le cas donc, en aquaponie. Il y a d'autres essais qui ont été menés aussi pour comparer donc, les productions hydro-aqua et les productions de pleine terre. Et voilà, ce qu'on a pu voir sur ces essais, c'était des différences au niveau plutôt de la couleur, de l'acidité, de certains critères. Mais dans l'ensemble, on reste sur des produits vraiment qualitatifs. Et un petit mot pour Lucie Delorme qui a travaillé pour ce projet à l'époque. Donc le comestible, on l'a testé, on voit que ça marche en tout cas pour les tomates. On a aussi mené d'autres types de tests sur des aromatiques qui sont très positifs aussi en faveur d'une diversification en aquaponie. Maintenant, ce qu'on a testé aussi, c'est la diversification des horticulteurs via l'aquaponie. Donc l'horticulture, c'est encore un autre type de production. On est moins sur du hors-sol, c'est plutôt de la culture sur table amarrée et beaucoup de culture en pot. Et on ne réfléchit plus en qualité gustative ou sensorielle parce que ce n'est pas des produits qui sont consommés. C'est plutôt des cotations sur l'aspect. Donc encore une fois, on a voulu comparer l'aquaponie et le modèle classique actuel qui est là, donc l'hydroponie. Et pour ça, on a mené donc 2 études, Aquanor Optima, au sein d'un pilote qui est situé au nord de Rouen, qui est constitué c'est un petit pilote. On s'est greffé vraiment, toujours dans l'objectif de l'étude qui était de montrer qu'une diversification était possible aux horticulteurs via l'aquaponie. On s'est greffé sur même pas 10 mètres carrés dans une serre déjà installée horticole. Et avec ce compartiment poisson qu'on a installé et toujours la boucle en bon fonctionnement, que l'on est sur un système découplé, on a pu mener l'expérimentation dont je vais vous présenter donc les résultats. Donc pour Aquanor, c'était les premiers essais, donc c'était la construction du pilote et les premières évaluations et screenings végétaux. Et les manières de cotation de ces espèces, c'est en gros c'est 4 classes. A et B sont commercialisables, C et D non. Et bien sûr, si votre plante est A, vous pouvez la vendre au meilleur prix. 40 espèces testées, aucune différence significative pour l'ensemble des espèces testées. Donc ça c'était le premier objectif de l'étude, donc on voit qu'il n'y a aucune différence entre l'horticulture classique et un système donc, sur table en pot, mais dont les effluents proviennent de poissons. Et autre chose, c'était une grande question pour les horticulteurs, c'est est-ce que le fait de greffer un compartiment piscicole où il y a un petit peu plus de vie ou d'interactions qui sont moins connues, est-ce que ça peut augmenter la pression parasitaire et certains problèmes de conduite de culture dans ces systèmes? Et la réponse est également non, mais autant pour l'ortie que pour l'aqua, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'attaque pathogène d'un côté ou de l'autre. Donc des essais qui sont très concluants sur des gammes d'automne qu'on a testées, des gammes de printemps. Comment est-ce qu'on peut pousser un petit peu l'étude? C'est en comparant en fait l'état nutritionnel des plantes, qu'elles soient consommables ou ornementales. Et pour ça, on utilise là un matériel qui est une pince chlorophylle qui permet sur une même espèce, une même variété, de contrôler le taux de chlorophylle côte à côte de 2 plantes et du coup de se dire celle-là, elle a un état nutritionnel qui est meilleur, il y a un peu plus de chlorophylle et ça se ressent. Et donc ce qu'on a vu là par contre, c'est que pour plus de 70% des espèces testées, on a une différence significative dans la mesure du taux de chlorophylle. Donc dans l'ensemble, dans les conditions nous de culture qui étaient assez spéciales, on n'ajoutait pas pour le coup du tout de potassium, on n'était que sur de l'effluent poisson. On voit qu'on a un état nutritionnel des plantes ornementales donc, du compartiment horticole qui est un petit peu meilleur que celle de l'aquaponie. Sauf qu'on l'a vu avant, en fait ça n'a aucune incidence sur la cotation. Il y a 5 minutes. Merci. Sur la cotation de cette production. Je vais avancer un petit peu plus vite, je suis désolé. Optima à la suite, on a continué le screening végétal, on a fait des focus sur des espèces, des variétés emblématiques de la filière ortie. On a testé donc des plantes industrielles, des fleurs coupées.
Et sur le compartiment poisson, en fait, ce qu'on voulait ajouter à cette étude, c'était une approche un petit peu économique, à savoir ne pas considérer forcément que le compartiment poisson comme fourvoyeur d'engrais pour les plantes, au vu des investissements que ça coûte de le mettre en place et des coûts de fonctionnement qui sont plus importants qu'une centrale de ferti qui tourne sur elle-même. Et ça nous a amené à faire un focus sur la production donc, de carpe koi dans des conditions qui sont peu communes, c'est-à-dire des bassins de moins d'un mètre cube en circulation, donc sous serre, ce qui est très loin de l'élevage qu'on a fait. Je vous passe les détails. On a eu des bons résultats d'élevage sur du coup, la dernière année, une fois qu'on a fait du monospécifique koi, sachant qu'on a commencé avec du carassin et de la koi. Voilà, cet effluent il est très variable et très différent de ce qu'on a en ortie. Ça varie de 15 à 30 degrés pour certains pics. On a un pH qui est neutre à basique. On maintient quand même une saturation O2 et on a une conductivité qui est 0,6-1 contre quasiment le double en hydroponie, en horticulture. Donc on a des différences vraiment énormes entre l'effluent piscicole et la solution nutritive. Les nitrates, il y en a 2 fois plus dans la solution du coup minérale. Et il y a des micro-éléments où on est sur des ratios de 50 jusqu'à 150 entre l'effluent piscicole et la solution nutritive. Pourquoi ça marchait? Sans doute parce que les plantes ornementales ont des besoins qui peuvent être un petit peu moins importants que des productions type légumes-fruits qui vont nécessiter à certaines périodes de l'année beaucoup de minéraux dissous. Donc ça invite à la production de nouveaux éléments de dimensionnement pour ces systèmes-là. On va tester gamme ortie, fleurs comestibles, en industriel, jeunes plantes pépinières. Je vais aller hyper vite. Pour la gamme ortie, qualité commerciale identique pour 90% des espèces. Un problème qu'on a eu sur le Poinsettia qui s'est révélé de beaucoup moins bonne qualité en aquaponie qu'en hydro. Sur les fleurs comestibles qui sont vraiment un produit qui intéresse de plus en plus les producteurs, notamment en aquaponie. On a testé 4 espèces et il n'y a aucune différence de productivité selon le système. Et on a toujours sur certaines un statut nutritionnel qui est un petit peu plus faible en aquaponie, mais avec aucun impact sur la productivité. Sur les plantes de pépinière, on a pu avoir quelques différences qui peuvent être dues au temps de résidence dans le système, qui accentuent ces différences entre la richesse de l'effluent et aquacole et herbacide, mais qui nous ont quand même permis d'avoir une belle production. Et donc tout ça, pour finir, l'objectif c'était d'essayer de construire un premier modèle économique sur cette production ornementale, ce qu'on a pu mettre en place. Donc on a réussi à chiffrer au pot, selon donc c'est des annuels des printemps ou des vivaces, le coût, les charges, le coût de revient de chaque pot produit, et du côté poisson en fait un coût de fonctionnement au jour. Et tout ça croisé du coup au prix de vente des poissons. Pour de l'ornemental à très forte valeur ajoutée, on a pu construire donc un chiffre d'affaires et un EBE par rapport aux charges du système. Sauf que ça, c'est sur un site expérimental, et c'est les limites des sites expérimentaux qui sont optimisés pour faire de la recherche. C'est qu'au niveau économique, c'est pas les meilleurs modèles d'études. Donc l'objectif, c'est de tester ce modèle dans l'année qui arrive chez des professionnels, et notamment un horticulteur qui est en train de se diversifier en aquaponie en Normandie. Voilà, et ça on pourra peut-être en parler sur les travaux à mener et des projets à lancer dans la partie de nos échanges, et je vous renvoie aux productions de l'Italie et de l'Astre d'Or, et je vous remercie de votre attention. Donc moi je vais vous parler ici des qualités des produits, donc c'est un peu un parallèle à ce qu'a présenté Virgile. Eh bien, on s'est appuyé sur la plateforme Wasabi que je vous ai présentée en tout début, puisque sur un même site, et c'est ça qui est chouette, c'est que sur un même site, on peut tester et comparer différents systèmes de production. Et donc, on a travaillé en hydroponie, en aquaponie et en pleine terre. Et en pleine terre, on a fait 2 modèles, un modèle pleine terre, plein air, et un modèle pleine terre, serre photovoltaïque que vous voyez ici.
Vous avez ici les conditions de production. On est chaque fois en zéro phyto, donc absolument aucun pesticide. Des régulations de pH différents selon qu'on soit en pleine terre ou en hors-sol. Des apports d'engrais différents aussi selon qu'on soit en pleine terre ou en hors-sol, et évidemment en aquaponie. Et ce qui est assez intéressant de voir ici, c'est que pour l'aquaponie, on a un rendement en grammes par laitue, donc ce sont des essais qui ont été faits sur laitue, bien supérieur statistiquement aux autres systèmes de production. Alors, tout comme Virgile, voilà. Et donc, tout comme Virgile, on a aussi travaillé, on a travaillé sur 2 ans. Et donc, sur les 2 années, la deuxième année, ça c'est des chiffres qu'on vient d'obtenir cette année, on a un peu plus de production sur la pleine terre sous serre par rapport à l'aquaponie, mais l'aquaponie reste en pôle position et de façon non significativement différente au niveau rendement. Donc, intéressant. Et puis, on a comparé la qualité physico-chimique de la variété de laitue. On est dans les normes, dans la gamme, par rapport à ce qu'on attend pour ce type de laitue. Et vous voyez à nouveau, c'est clair qu'en pleine terre, on a un peu plus de matière sèche par rapport à l'hydroponie. Mais par contre, ici, on a un peu moins de matière sèche. Mais rappelez-vous, c'était la culture, on avait plus de rendement. Donc pour finir, c'est ici l'hydroponie qui donne le moins bon rendement et le moins de matière sèche. Au niveau des autres éléments, que ce soit les éléments sucre, lipides, et puis les quelques éléments macro, ben oui, il y a des différences, il y a certaines différences, et ben, ça a été mentionné, il y a moins de potassium dans la solution aquaponique, et bien ça se retrouve aussi dans la flotte, moins de potassium. Mais l'un dans l'autre, on a une qualité tout à fait correcte. Et puis la qualité organoleptique, on a aussi fait ce genre de choses. Alors là, ce n'était pas par des experts, c'était par monsieur, madame, tout le monde. On a voulu prendre 30 flamands, 30 wallons, ça représente la Belgique. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, en 2024, chez nous en Belgique, il y a eu beaucoup de pluie, des plantes stressées en plein air, et pour finir, monsieur, madame, tout le monde ne fait pas la différence. Et la qualité est préférée que ce soit hors sol ou pleine terre, mais sous abri. Donc le sous-abri a gagné par rapport à le plein air. Et la deuxième année, on vient de recevoir les résultats. À nouveau, c'est la pleine terre en extérieur qui se classe au moins bas dans la préférence des laitues. Par contre, cette année-ci, c'est la pleine terre sous abri qui est un peu plus supérieure à l'aquaponie. Voilà. Alors, après ça, 2 minutes sur le microbiote. Ça a été déjà évoqué aussi par Virgile, c'est que la qualité de l'eau est tout à fait différente entre l'hydroponie et l'aquaponie. Et ce petit schéma vous montre qu'en hydroponie, on a beaucoup plus d'azote, de nitrate, par rapport à l'aquaponie qui est représentée en bleu, de notre eau de la Pavbox sur la wasabi. Et puis, beaucoup moins de phosphate, beaucoup moins de potassium. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est à partir de la sucrine, c'est tester l'eau de la Pavbox, notre fameux conteneur avec la serre en toiture, par rapport à une solution hydroponique classique. Ça, c'est en couplé, donc un seul circuit, mais on peut aussi aller en découplé, et ça c'est l'avantage, c'est de rajouter des éléments minéraux pour revenir à ce que nous demande l'hydroponie classique. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Eh bien, avec des rendements similaires en aquaponie et en hydroponie, des rendements supérieurs en aquaponie complémentés avec des éléments minéraux. Ça s'est vu également sur les racines des différences. Peut-être un chevelure racinaire plus important, peut-être dû à un certain stress, peut-être d'avoir moins d'éléments nutritifs. On a publié ça il y a déjà pas mal d'années. Et de là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un même rendement alors que la qualité de l'eau, les concentrations sont beaucoup moins grandes? Il y a des acides organiques, forcément, avec les déjections de poissons. Mais nous, comme on vient du laboratoire de phytopathologie, on s'est plutôt intéressé au microbiote. On s'est demandé si le microbiote pouvait avoir un rôle. Avec le doctorat de Mathilde Eck, elle a travaillé sur l'isolement de différentes bactéries et micro-organismes de l'eau de l'aquaponie. Et on a mis en évidence
différentes souches de bactéries capables de solubiliser le phosphate, le potassium, production d'ammoniac, sidérophore, mais aussi certaines qui produisent de l'acide indolacétique, que vous voyez ici. Donc on les a testés seuls, on les a testés en consortium. La souche T est vraiment arrivée en peloton de tête, et certains consortiums, c'est A, H et T, se sont vraiment révélés très très intéressants en conditions de stress supplémentaires, donc aquaponie, faible concentration en eau, en minéraux, mais aussi par exemple on a fait des tests avec des faibles concentrations en lumière. Et là, le consortium se révèle vraiment très intéressant. Donc on est vraiment avec des sortes de biostimulants issus de l'aquaponie. À noter aussi que j'aimais bien le terme permaquaculture parce que avec Mathilde, on a testé des microbiotes de différents systèmes en Hollande, en Allemagne, en Belgique. Et on a vu qu'il y avait un microbiote cœur, corps microbiota, comme on dit en anglais. Et donc des souches, des espèces bactériennes que l'on retrouve partout dans tous ces systèmes aquaponiques, d'où qu'ils soient. Et ces bactéries sont relatifs à des genres que l'on retrouve régulièrement dans le sol. Et donc on est hors sol et en même temps on a un microbiote qui est relatif au sol. Et puis notre surprise, c'est qu'on a vu que l'eau aquaponique, par rapport à l'hydroponie, vous avez l'hydroponie ici, l'aquaponie, eh bien, elle est capable de protéger les racines contre certaines maladies. Ici c'est sans l'agent pathogène, ici c'est pythium qu'on a inoculé, fonte de SMIC. Vous voyez qu'en hydroponie on a vraiment la fonte des racines, ce qui n'est pas le cas avec le système aquaponique. On a été plus loin, on a isolé différentes souches et on a vu que certaines souches étaient vraiment capables de ne pas apporter de mortalité des plantes malgré des symptômes très très importants chez le témoin, jusqu'à presque 7 dans l'échelle de cotation. Et donc la souche SHB30 est une souche qui vraiment diminue les symptômes, mais qui a en même temps des propriétés biostimulantes. On a vu 2 autres souches intéressantes qui avaient aussi des propriétés de protection un peu moins biostimulantes. Et donc on s'est vraiment concentré sur la souche SHB30 et aujourd'hui on est en train de travailler à la constitution d'une nouvelle société puisqu'on a vu que cette souche, non seulement elle est efficace contre pythium, mais aussi contre certains mildious, pommes de terre, tomates et vignes. Voilà, donc l'aquaponie, elle est vraiment très intéressante aussi au niveau micro-organisme. Merci. Merci Alexandre. Selon vous, l'aquaponie, le terme aquaponie, à quel âge? Du coup, je ne vais pas pouvoir faire ma presse, mais on va faire un petit quiz. Naissance. 50 ans, 60 ans. Naissance du terme. En fait, les 56 ans de l'aquaponie. 1969, naissance du terme aquaponics. Bon, c'est plus âgé que ça. On s'est inspiré, on peut parler de biomimétisme aujourd'hui, mais on s'est inspiré des Chinampas, des Aztèques et de la rizipisciculture, donc qui sont dans les années moins 1000 avant Jésus, enfin dans les années moins 1000. Bon, c'est les seules sources qu'on a. Juste pour info, c'est une de mes présentations préférées parce que c'était la première présentation qu'on a faite lorsque je suis rentré en BTS à Aquaponia en 2022. Donc dommage, je ne vais pas pouvoir vous la faire en long, en large et en travers, mais vous serez obligés de venir nous rendre visite. Voilà. On est à Laval. Ok. Alors, les Aztèques, les Chinampas, 1969, naissance du terme. Donc ça se développe aux États-Unis majoritairement. Et puis ça se développe, croissance énorme à l'international. Et nous, c'est dans les années 2014 en France qu'on voit apparaître les premières fermes. Aujourd'hui, si on cherche à citer les très grosses fermes en France, il y a Supérieur Fraîche, une ferme de plus d'1 hectare, donc 1 hectare ou 2 hectares à peu près, je sais plus, c'est la présentation de Guillaume, il la connaît mieux que moi, mais qui ont arrêté la partie végétale au profit du poisson, donc du saumon atlantique aujourd'hui. Une ferme aquaponique en Inde qui a dû passer à 18 hectares aujourd'hui avec un taux d'emploi de 80% de femmes, donc un système très intéressant en Inde. Et dernièrement, la plus grande ferme aquaponique du monde, 130 hectares,
Donc sûrement une centaine de fois plus grande que toutes les fermes aquaponiques de France réunies. Voilà. Donc le concours en France de qui aura la plus grosse, ça sert à rien, les Chinois en ont une de 130 hectares. Voilà. Les publications scientifiques également qui explosent, donc qui ont suivi RAS, donc l'aquaculture et l'hydroponie, et maintenant l'aquaponie. Donc schéma que je devais mettre à jour, je suis désolé Guillaume, je ne l'ai pas fait. Des programmes européens dans tous les sens à partir de 2014, européens, français. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cumule les technologies norvégiennes et hollandaises grâce à l'INRAE, Astredor, Itavi, etc. Donc tous les chercheurs se mettent ensemble dès 2014 pour faire un programme qui s'appelle Apiva, qui était ma bible, moi en tout cas, en aquaponie, qui est open source, et il y a énormément de choses dessus. Le reste, vous pouvez venir l'apprendre chez nous. Un point important, parce que ma présentation était censée être basée sur la filière aquaponique française. Donc dans la première ferme 2014, aujourd'hui, il y en a une trentaine, donc je dis 33, mais une trentaine de fermes aquaponiques commerciales. Donc là, il y a un bon pêle-mêle. Je voulais revenir sur les spécificités de chaque ferme, mais j'aurais pas le temps, je suis désolé. Donc là, une carte de l'Itavi que Virgile m'a transmise hier. Il manque quelques données, et c'est logique. Notamment parce que la carte date de juillet 2025. Entre-temps, il y a une ferme qui a été montée en Corse. Il y a une ferme qui se monte à Aquaponiesie, là, qui est en très bon développement à Reims. L'Escar, je ne sais pas si elle est positionnée, enfin bref. Il y a des grosses fermes qui sont en train de se monter un peu partout. Enfin, grosses fermes, des fermes qui sont en train de se monter un peu partout, mais vous voyez la répartition des fermes qui de base était vachement plus orientée vers l'ouest et qui là va de plus en plus vers l'est, notamment avec des magnifiques fermes comme Pays d'Eya. Aujourd'hui, en France, sur les 33 fermes, on a une grande majorité, plus de 25 micro-fermes. Quand je dis micro-fermes, c'est en dessous de 5000 m². On a 4 fermes au-dessus de 5000 m², donc en Bretagne, à Valence, à Bordeaux et à Rennes, en construction plusieurs. Donc en fait, c'est ce que j'appelle les Big Four, Ferme Intégrale, les nouvelles fermes, Agriloops et Nutritz, qui ont pour objectif de développer des systèmes de franchise. Donc ça, c'est des modèles à plus d'1 hectare, plus de 10 salariés. Voilà. Donc un côté micro-ferme jusqu'à 5-6 salariés, de l'autre côté sur des modèles à moins de 5000 m², et des modèles de systèmes de franchise qui ont des circuits de commercialisation bien évidemment différents, et 4 gros acteurs à retenir. Donc dans les différents modèles, on a des fermes de 1000 m² à 2 hectares. 2 hectares est en construction en Ile-de-France via les nouvelles fermes. Nombre de salariés, donc d'un salarié à 25. 25, c'est pour les nouvelles fermes qui montent la ferme de 2 hectares. Des investissements qui vont à la grosse louche, 100 000 à 10 millions d'euros. Peut-être qu'il y en a qui rentreront plus en détail, et peut-être que le poisson maraîcher, vous avez réussi à faire encore moins. Il n'y a pas de ratio de chiffre d'affaires plan de poisson typique. Quand on me demande c'est quoi le modèle, combien de pourcentage de chiffre d'affaires je vais faire sur le poisson ou sur la plante, il n'y a pas... Enfin, le modèle est à construire. En fait, chaque modèle dépendra du milieu, du marché et des porteurs. Il y en a qui peuvent être très rentables sur la plante et vendre quasiment pas de poisson, et l'inverse, il y en a qui peuvent vendre quasiment que du poisson, et la plante, c'est anecdotique. Pareil pour les circuits de commercialisation, donc ça va dépendre du dimensionnement et des produits vendus, mais on a de la vente directe, vente sur le marché aussi, des GMS grossistes, des restaurateurs, ou encore des principes d'AMAP, panier, drive fermier et ruche. Voilà. Un petit point sur l'aquaponie domestique aussi, c'est en train d'exploser en France, dans le jardin, avec plein d'acteurs hyper intéressants. Et c'est de l'aquaponie, mais on peut faire un peu plus ce qu'on veut vu qu'on est dans le jardin. Et du coup, ça donne des résultats qui vont potentiellement être adaptés à l'aquaponie commerciale plus tard. Donc c'est un pan de l'aquaponie hyper intéressant à regarder. Merci pour la première partie des présentations de ce matin.